Depuis 3 ans maintenant, je me suis remis à la course à pied. C'est un sport que je pratique par intermittence depuis le collège. J'ai eu des périodes où j'en faisais pas mal, puis plus rien pendant quelques années, et puis ça reprend. Vers la trentaine, j'ai arrêté de courir pendant à peu près 5 ans. Faut dire que j'habitais dans une ville ceinturée par la 86 et la 3, sans vraiment d'espace naturel à côté de chez moi. Et puis, il y a de ça 3, 4 ans, je me suis éloigné de Paris dans un lieu avec beaucoup d'espace naturel, et la course à pied est revenue presque du jour au lendemain. Quelle joie de pouvoir respirer à l'extérieur. Sous le soleil, c'est mieux, mais même la pluie a son charme. Écouter sa respiration, sentir le sol sur chaque foulée. Et puis, surtout quand je cours, mes problèmes, mes angoisses, mon stress, je mets tout ça entre parenthèses pour juste être concentré sur le moment. Il y a juste un petit bémol à la course. C'est que quand on se fait des sorties d'1h30, 2 heures, au bout d'un moment, on s'ennuie. Alors perso, parfois je laisse mon esprit vagabonder. Souvent dans ce parc où je suis en train de courir, je m'imagine être dans Zelda. Faut dire que le décor aide. Là j'imagine bien une troupe de bokoblins. Ou ici, un peu plus loin, j'imagine les alphos. Et puis, il y a ce coin, que j'appelle la fontaine aux fées. Même si en fait c'est pas une fontaine, c'est une rivière, mais peu importe. Or, à chaque fois que je passe ici, il y a une question qui me taraude, et qui me taraude de plus en plus même. C'est que, dans Zelda, il y a 2 types de fées qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Vous avez les petites fées ailées, que vous pouvez capturer et qui s'envolent quand vous mourrez en vous ressuscitant. Plutôt sympa pour des petits êtres qu'on a gardés enfermés. Et puis, vous avez les grandes fées, que vous pouvez trouver dans certains coins un peu magiques, et qui peuvent vous donner des avantages, augmenter votre inventaire, vous soigner complètement, etc. Mais quand on y réfléchit, il n'y a pas grand lien entre ces 2 types de fées. Entre la grande fée qui parfois a des ailes mais pas forcément, et puis la petite fée qui est tout le temps ailée. Pourtant, on les appelle toutes les 2 fées. Les grandes fées semblent provenir des fées de contes de fées, genre Marraine la fée quoi, alors que les petites font davantage penser à Clochette. D'où ma question qui me taraude justement depuis plusieurs semaines. Pourquoi on a 2 types de fées ici ? Et pourquoi on les appelle toutes les 2 fées ? Quel est le lien entre les deux ? J'avais beau cogiter pendant mes courses, j'arrivais pas à comprendre. Et moi, j'aime pas comprendre. J'ai donc décidé de faire une enquête avec une question toute simple. Quel lien y a-t-il entre Clochette et les grandes fées type Marraine la fée ? Cette vidéo est le fruit de cette enquête, en espérant vous faire découvrir plein de choses et que, comme moi, vous soyez émerveillés par l'histoire littéraire de la fée. On retrouve dans l'Antiquité des personnages féminins qui ressemblent à nos fées, que ce soit des déesses magiciennes type Circé, ou bien encore des nymphes, ces déesses mineures qui vivent entre elles dans des lieux naturels et éloignés des hommes. Mais si je devais analyser tous les personnages qui font penser à des fées, cette vidéo serait bien trop longue. Donc on va uniquement se concentrer ici à partir du moment où le terme de fée est employé. Donc on commence par le Moyen-Âge. Alors personnellement, quand je commence une enquête, je vais sur Google Scholar, et je fais une petite recherche sur les références scientifiques qu'on a sur le sujet. Et il y a justement un livre qui a l'air d'être une vraie pépite, qui s'appelle Les fées au Moyen-Âge et qui a été écrit par Laurence Arf-Lackner. Pile poil dans mon sujet, sauf que j'ai pas réussi à le trouver en ligne. Pourtant j'ai cherché, mais rien à faire. Alors j'avoue que j'ai été un peu déçu de pas le trouver. Heureusement, j'ai trouvé des comptes rendus en ligne et j'ai donc quand même une idée de ce qui est dit dans le livre. Par ailleurs, en poursuivant mes recherches, j'ai trouvé 2 autres textes super intéressants à ce sujet. Tout un bouquin de Micheline de Gombarieux-Dugré sur la magie dans le Lancelot Graal, et puis surtout la thèse d'Alexandra Hornel sur les fées au Moyen-Âge et à la Renaissance, qui a l'avantage d'être beaucoup plus récent que l'ouvrage de Arf-Lackner, et d'être disponible en ligne. Avec ça, je pense qu'on va pouvoir commencer à comprendre un peu ce que c'est que la fée au Moyen-Âge. Bien sûr, je vous mets tous les liens dans la description, vous pourrez tout aller voir par vous-même. Dans la fée au Moyen-Âge, Arf-Lackner distingue 2 types de fées. Ce qu'elle appelle la fée mélusinienne et la fée morganienne. La fée mélusinienne est nommée en hommage à Mélusine, héroïne d'un roman qu'on appelle Mélusine. Mais vous savez quoi ? Je vous propose qu'on bouge un peu, histoire que je vous raconte l'histoire. Oui, j'ai dit 2 fois histoire. Coucou. Oui, j'ai pas trouvé mieux, voilà. On va essayer de se mettre bien. C'est un peu étroit quand même. J'espère que le décor est en train de faire n'importe quoi. Voilà. C'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune noble, qui s'appelle Raymondin, qui un jour va au fond d'une forêt très très lointaine et il tombe sur une fontaine très mystérieuse. Et
à côté de cette fontaine, il rencontre une dame tout aussi mystérieuse, extrêmement jolie, extrêmement belle, plutôt jeune, à peu près de son âge, qui lui dit « Bonjour Raymondin ». Lui, bon, il est un peu surpris parce qu'il la connaît pas, cette dame, donc il se dit comment ça se fait qu'elle connaisse son prénom. Il lui dit « Bonjour ». « Bonjour Raymondin, je m'appelle Mélusine. Est-ce que ça te dit de m'épouser ?» « C'est qu'on se connaît pas encore trop, madame. Oui, pardon. Écoute, si tu acceptes de m'épouser, tu deviendras un très très grand seigneur. Je ferai en sorte que tu deviennes un très 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 grand seigneur. » Alors lui, il dit bah écoute, ma foi, c'est vrai qu'elle est jolie. Bon, être un grand seigneur, ça me tente bien. Ouais, d'accord, ok, ça me va. Et marions-nous. Alors simplement, Mélusine, elle lui dit d'abord, ok, on va se marier, mais à une condition, c'est que tu ne me vois pas le samedi. Tu ne me vois pas le samedi. Bon, Raymondin, il dit, bah, ma foi, bon, pourquoi pas, ok. Ils arrivent chez lui, ils se marient, en une nuit, elle lui construit un château, parce que c'est une fée, et donc le temps passe, ils ont des enfants, etc., ça se passe super bien, ils s'entendent super bien avec sa femme. Puis au bout d'un moment, il y a le frère de Raymondin qui arrive, et puis, bon, il commence à discuter un peu avec son frère, il lui dit, mais quand même, c'est bizarre cette histoire du samedi, pourquoi est-ce qu'elle veut pas que tu la vois le samedi, peut-être que ça se trouve, elle te trompe avec quelqu'un. Raymondin, il est un peu surpris, il se dit, non, mais attends, je vais pas, quand même, je lui fais confiance, quoi, mais pourtant, bon, il y a quand même le doute qui s'installe chez lui, quoi. Puis un beau jour, bon, elle était dans ses appartements le samedi, elle était en train de prendre son bain, donc lui, il décide de faire un petit trou dans le mur, pour voir, comme ça, qu'est-ce qu'elle fait dans cette salle de bain. Elle la voit, toute nue, en train de se peigner, elle est très 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 belle, et puis il descend son regard, et puis là, qu'est-ce qu'il voit en dessous de ça? Au niveau de ses hanches, bah, elle a pas des jambes, elle a une queue de serpent. Raymondin, il est super surpris. Très vite, il colmate la brèche, donc il comprend quel est le problème, pourquoi est-ce qu'elle veut pas qu'il la voie le samedi. Lui, bon, il s'en fiche un peu, puisqu'il aime sa femme, hein, donc voilà, mais il regrette un peu d'avoir trahi sa confiance. Alors, il fait semblant de rien, mais bon, malheureusement, Mélusine, elle sait déjà le truc. Elle décide de se transformer en dragon, parce que voilà, pourquoi pas, et de s'envoler et de partir, et donc de quitter Raymondin et sa famille. Voilà. Que dire de cette histoire? Eh bien, ici, la fée est un être magique qui décide de quitter son environnement magique pour rejoindre le monde normal. C'est ça que la chercheuse appelle mélusinien, hein. C'est le fait que la fée se rende dans le monde des mortels. Alors au niveau de ses pouvoirs, bon, elle a des pouvoirs de bâtisseuse, hein, puisqu'elle construit le château en une nuit. Par ailleurs, elle a le don de clairvoyance, puisque quand elle rencontre Raymondin, bah, elle connaît déjà son nom. Et enfin, elle semble porter chance, puisqu'elle permet à Raymondin de devenir un grand seigneur. Mais elle ne semble pas vraiment humaine. Je veux dire, elle peut se transformer en humaine, bien sûr, mais en réalité, il s'agit plutôt d'un être mi-humain, mi-reptilien, en fait. Par ailleurs, son passage dans notre monde ne peut être qu'éphémère, puisqu'il repose sur un contrat destiné à être rompu à un moment. Oui, parce que, je veux dire, c'était évident depuis le début que Raymondin allait finir par chercher à savoir ce qu'elle fait le samedi. Voilà pour Mélusine. Le deuxième type de fée qu'on rencontre, c'est ce qu'on appelle la fée morganienne. Alors, contrairement à Mélusine, c'est pas un type de fée qui vient dans notre monde, mais c'est plutôt une fée chez qui on va, qui nous attire chez elle. Oui, Morgane, probablement la plus connue des fées du Moyen-Âge. Et pour cause, elle apparaît dans des dizaines et des dizaines d'œuvres différentes. Alors essentiellement dans la matière de Bretagne, mais pas seulement, on va voir ça. Alors Morgane, elle apparaît pour la première fois vers 1150, dans Vita Merlini de Geoffroy de Monmouth. Mais ici, elle est juste désignée comme une des dames, une des sœurs qui vit à Avalon, et rien de plus. Donc c'est l'un des personnages qui accueille Arthur à sa mort. Mais en fait, l'un des premiers à la désigner comme fée, c'est Chrétien de Troyes, vers 1160, dans Érec et Énide. Et c'est aussi le premier à la désigner comme la sœur d'Arthur. Alors il y a 10 ans d'écart entre les deux textes, hein, Vita Merlini et Érec et Énide, et la différence entre les deux personnages, assez importante quand même, me fait penser qu'en réalité, le personnage de Morgane devait déjà exister dans la littérature orale. Je pourrais lister un peu toutes les œuvres qui parlent de Morgane, mais bon, franchement ce serait pas passionnant. Donc dans mon enquête, j'ai préféré m'attarder plutôt sur le rôle de Morgane dans le Lancelot Graal, qui est justement assez intéressant. Alors, le Lancelot Graal, aussi appelé la Vulgate, c'est un bouquin qui date du début du XIIIe siècle. Il est connu parce que c'est la première grosse synthèse du mythe arthurien. C'est un bouquin, enfin plutôt un ensemble de bouquins donc rassemblés qui commence par la naissance de Merlin et qui s'achève à la mort d'Arthur, avec au passage la découverte du Graal par Galahad. Et puis il y a plein d'aventures de chevaliers, dont notamment Lancelot, qui occupe quand même une grosse partie de l'œuvre. C'est un pavé le truc, hein. Dedans, dans ce Lancelot Graal, nous avons quelques passages sur Morgane, et notamment son origin story. Mais, je vais pas trop vous en parler pour le moment. On étudiera ça dans quelques minutes. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est que c'est la sœur d'Arthur, qu'elle est plutôt jolie et cultivée, et que c'est mentionné aussi que c'est une fée. Voilà. À la base, Morgane, elle vit à la cour du roi Arthur, hein, son frère. Alors elle sort avec un jeune homme. Voilà,
ça se passe très bien, elle est très amoureuse, mais Guenièvre, la femme du roi, de son frère donc, elle n'est pas tout à fait d'accord pour cette relation, et elle finit par faire en sorte de briser cette relation amoureuse entre les deux. Alors Morgane, elle est un peu folle de rage, elle est très énervée contre Guenièvre, et puis bon, le temps passe un petit peu, puis un beau jour, devinez qui est-ce qu'elle croise? Son amant. Oui, non, pas Guenièvre, son amant. Et qu'est-ce qu'il fait son amant? Il est juste en train de s'amuser avec une autre fille. Voilà. Donc elle, Morgane, elle se sent très trahie, qu'il ait réussi à passer à autre chose aussi rapidement, et donc elle décide de se mettre loin de tout ça, et de créer le Val sans retour. Un endroit, une espèce de château avec des illusions à l'intérieur. Bon. Et dedans, les chevaliers s'y rendent, mais ils se retrouvent pris dans cette illusion, et donc ils se retrouvent prisonniers du Val sans retour. Et donc elle réussit comme ça à capturer 254 chevaliers exactement, jusqu'à ce que Lancelot arrive. Et Lancelot, lui, il arrive, et bien sûr, il réussit à libérer tous les chevaliers. Pourquoi? Parce que pour réussir toutes les épreuves, parce qu'en réalité, il y a plein d'épreuves qu'elle met dans le Val sans retour, Morgane, et donc si vous réussissez pas ces épreuves, vous finissez capturé. Bon, mais donc toutes ces épreuves, passer un mur de feu, affronter des dragons, etc., Lancelot, il réussit à les vaincre. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui ont un vrai amour réussissent à franchir toutes les étapes. Or, Lancelot, il a un vrai amour pour Guenièvre, la femme d'Arthur, la femme de son roi. Voilà. Il réussit à libérer tout le monde, mais Morgane réussit à le faire prisonnier. Et donc, elle essaie de briser son esprit. En fait, dans l'idéal, elle voudrait qu'il arrête sa relation avec Guenièvre, mais bon, elle sait que c'est pas possible, mais ce qu'elle veut, c'est qu'il n'ait pas envie de la revoir avant la Noël. Voilà. Sauf qu'elle ne peut pas briser l'esprit de quelqu'un, elle ne peut pas forcer quelqu'un à penser autre chose que ce qu'il pense, elle ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc pour ce faire, elle va devoir briser son esprit. Comment est-ce qu'elle fait? Alors elle commence par lui donner des poisons qui l'endorment et qui lui font faire des cauchemars dans lesquels il voit que Guenièvre le trompe avec quelqu'un. Bon. Et puis ça marche pas des masses, donc du coup elle crée même une illusion dans laquelle il voit Guenièvre en train de le tromper avec quelqu'un. Finalement elle réussit comme ça à briser son esprit, et donc Lancelot accepte de ne pas revoir Guenièvre avant la Noël. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait, Morgane? C'est très simple, elle va à la cour du roi et puis elle dénonce la relation entre Guenièvre et Lancelot. Ouais, pas très sympa. Alors qu'est-ce qu'on apprend ici sur Morgane? Déjà on apprend que son pouvoir est finalement assez limité. En gros, elle crée des illusions, et sait faire des poisons qui provoquent des cauchemars, et puis pas grand chose d'autre a priori. Attendez, elle s'en sort très bien avec ça, parce qu'elle arrive à capturer 254 chevaliers, s'il vous plaît. Mais elle est pas invincible, elle est encore moins omnipotente. Par exemple, elle peut pas changer d'un coup de baguette magique les sentiments de Lancelot. Elle est obligée d'employer la ruse. En plus de ça, là dans cette histoire c'est pas mentionné, mais dans d'autres histoires, elle peut aussi soigner. C'est le cas par exemple dans Yvain de Chrétien de Troyes. Donc on peut rajouter ça à ses pouvoirs si on veut. Alors cette Morgane, on pourrait la considérer comme la méchante de l'histoire. Mais en fait, quand on y réfléchit, elle est pas si mauvaise. Déjà, elle a ses raisons pour enfermer les chevaliers. Une trahison amoureuse. Bon, d'accord, elle a ses raisons. Mais enfin, les chevaliers, ils ont rien demandé dans l'histoire. Je veux dire, si moi, je me mettais à capturer des gens à chaque fois que je me prenais un râteau... Oui, mais elle fait pas ça par pure méchanceté, quoi. Au contraire même, elle capture les chevaliers dont l'amour n'est pas sincère. Donc en fait, quelque part, elle défend presque les jeunes femmes, quoi. Par ailleurs, les chevaliers sont très bien traités. Ils peuvent même recevoir de la visite. Donc, voilà, c'est pas non plus une terrible sorcière méchante par principe. Concernant ses pouvoirs, je me suis demandé tout de même... pourquoi justement elle n'avait pas des pouvoirs quasi illimités? Je dirais beaucoup moins puissante que Mélusine par exemple. Je sais pas si vous avez remarqué, mais justement, contrairement à Mélusine, il y a un truc spécial sur Morgane. C'est que c'est une sœur d'Arthur. Donc a priori, à la base, c'est une humaine. C'est pas comme Mélusine qui est fait par essence, c'est sa nature d'être fée. Et pourtant, Morgane, on l'appelle quand même fée. Donc, est-ce que la fée ici désignerait autre chose comme une espèce d'enchanteresse? C'est quand même curieux. C'est le moment justement de lire la première introduction qui est faite de Morgane dans le Lancelot Graal, donc sa fameuse origin story. Peut-être qu'on va trouver une piste qui nous permettra de répondre à cette question. C'était la sœur du roi Artus, elle était fort gaie et enjouée et chantait plaisamment. D'ailleurs, brune de visage, mais bien en chair, ni trop grasse, ni trop maigre. De belles mains, des épaules parfaites, la peau plus douce que la soie, avenante de manière, longue et droite de corps, bref, charmante à miracle. Alors ici, nous avons donc une femme noble, sœur du roi, super jolie et sympathique. Bon, ok, super. Avec cela, la femme la plus chaude et la plus luxurieuse de toute la Grande-Bretagne. Ok, ça va falloir qu'on en parle. On apprend aussi que Merlin lui a appris l'astronomie et la magie, et qu'à partir de ce moment, on l'a appelée Morgane la Fée. Et ça, c'est pas anodin.
ça voudrait dire qu'en fait, qu'elle est fée par culture. En gros, elle a appris à être fée. C'est pas sa nature, c'est pas une fée de naissance. Donc on aurait deux fées différentes au Moyen-Âge? En fait, oui et non. À la base, comme je vous ai dit, Morgane, c'est une fée d'Avalon. Donc, on n'a aucune raison de penser qu'elle est devenue fée. Elle a plutôt l'air fée par nature. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, l'auteur dans ce texte, dans la Vulgate, il insiste pas mal sur le fait qu'on l'appelle fée parce qu'elle a appris à la magie. Mais il insiste vraiment lourdement dessus, à plusieurs reprises c'est mentionné. Ce qui en soi est bizarre. Et justement, Alexandra Hornel nous apprend que, dans le roman arthurien, plus le temps passe, plus on va avoir un phénomène de rationalisation de la fée. C'est-à-dire que petit à petit, les fées, qui étaient fées sans qu'on explique pourquoi, c'était dans leur nature, ça va pas paraître crédible aux écrivains chrétiens. Pour eux, c'était pas possible qu'un être magique comme la fée existe. Sauf que, comme Morgane, on avait déjà des personnages qui s'appelaient fées dans la littérature. Il a donc fallu expliquer pourquoi, alors que les fées n'existent pas, on les a appelées fées. Et la logique qu'on a trouvée, la rationalisation qu'on a faite, c'était de dire qu'en réalité, on appelle fées non pas des êtres magiques, mais des êtres qui ont acquis la magie par apprentissage. Ah, parce que le fait que la magie existe, c'est crédible. Apparemment, en tout cas. Par ailleurs, un autre truc qui m'a paru étrange dans cette description, c'est le fameux « avec cela, la femme la plus chaude et la plus luxurieuse de toute la Grande-Bretagne ». Et c'est pas anodin quand même. C'est pas sympa non plus. Ce qui est curieux, c'est qu'à la base, Morgane, dans les textes antérieurs au Lancelot Graal, elle est pas vraiment mal considérée, c'est même parfois une sympathique alliée. Mais là, on voit qu'il y a quand même une volonté de la rabaisser de la part de l'auteur. Surtout que dans l'histoire, ça a pas grand intérêt de dire ça, je veux dire, elle a qu'un amant, Morgane, c'est pas non plus... Donc là, il y a vraiment une volonté, de la salir, de la rabaisser. C'est justement ce qu'Alexandra Hornel appelle la diabolisation de la fée. C'est-à-dire que la fée va de plus en plus être associée au diable. Donc forcément, elle va être de moins en moins bien considérée. On va essayer de la rabaisser. Et cette diabolisation, elle va empirer au fur et à mesure du temps. Par exemple, dans Ségurant, un texte assez tardif, c'est juste une meuf qui veut piéger Ségurant. Et on ne sait pas pourquoi, elle est juste méchante par essence. Alors, je préfère vous arrêter tout de suite. Certains prétendent qu'elle aurait eu un enfant avec Arthur, son propre frère. En l'occurrence, Mordred. Mordred qui tuera Arthur. Enfin, il n'est pas vraiment mort, mais bon. Ça, c'est pas au Moyen-Âge qu'on dit ça. Au Moyen-Âge, Mordred est le fils d'Arthur et de sa demi-sœur, certes, mais pas de Morgane, non, de Morgause, la deuxième sœur d'Arthur, qui est donc aussi, du coup, la sœur de Morgane. Sauf que Morgause, c'est pas une fée, C'est chelou comme histoire, quand même. Oui, bon, pour leur défense, ils ignoraient qu'ils étaient frères et sœurs au moment où... Mais du coup, pourquoi il y a une diabolisation de la fée qui s'est mise en place? Déjà, la magie est un peu associée au diable. Je veux dire, prenons Merlin, qui est quand même le maître de Morgane. On raconte que son père est un démon. Et au fur et à mesure que le temps va passer, Merlin, il va être de moins en moins positif dans la littérature. On va même plus ou moins le condamner, en fait. Puis il y a aussi un autre problème. À l'époque, avec Morgane, et avec les fées en général, c'est que c'est des femmes indépendantes. Alors nous, aujourd'hui, on trouve ça cool. Mais à l'époque, beaucoup moins. Déjà, elles ne vivent pas à la cour. Pire que ça. Elles ont un château dont elles sont les seules maîtresses. Et ça, au Moyen-Âge, bon, c'est possible. Mais à condition que leur mari ne soit pas là. Soit qu'il est mort, soit qu'il est en croisade. Ici, il y a juste pas d'hommes. Enfin, si, il y en a, mais elles les capturent. Donc, il y a un côté presque transgressif là-dedans, avec cette femme indépendante. Pire pour Morgane, parce qu'elle se rebelle contre la reine au début de l'histoire. Mais aussi, du coup, contre le roi, en emprisonnant ses chevaliers. Donc Morgane, avec ses pouvoirs, elle peut se mettre en fait au-dessus des lois, ou du moins hors la loi. Et ça, forcément, pour des écrivains masculins au service de nobles, oui, parce que les gens qui vous faisaient vivre quand vous étiez écrivain, c'était des nobles qui vous servaient de mécènes. Forcément, pour ces gens-là, c'est condamnable. Ce qui est quand même dommage, je veux dire, moi j'aurais bien aimé que justement Morgane soit un peu mieux traitée, quoi. Mais ça s'explique. Cela dit, ce phénomène de diabolisation, il semble surtout s'adapter à la matière de Bretagne. Mais en faisant mes recherches, je me suis aperçu que Morgane, elle apparaît aussi dans la matière de France, c'est-à-dire les récits autour de Charlemagne. Souvent, elle n'est pas vraiment appelée Morgane d'ailleurs, mais plutôt Morgue. Mais dites-vous que c'est le même personnage. Et donc, dans cette matière de France, Morgue devient l'amoureuse, l'amante d'Ogier Danois, dans le roman Ogier Danois. Donc ici, le personnage est davantage positif en fait, même si elle garde quand même quelques ambiguïtés. Et puis Morgane, c'est aussi dans la première version de Huon de Bordeaux, la mère d'Oberon, le roi des fées, qu'elle a eu avec Jules César. Parce que pourquoi pas? C'est quoi ça? Quoi? Ça, là, au-dessus? Ah ça c'est la jauge Oberon. À chaque fois qu'on mentionne ce personnage, la jauge augmente. Mais pourquoi faire? Parce qu'Oberon, il rentre à la fois dans aucune
et dans toutes les catégories. Tu vas voir, tu vas voir. Alors une autre fée est pas mal mentionnée aussi au Moyen-Âge, c'est Viviane, ou Ninienne, ou la Dame du Lac. C'est en gros un peu les mêmes, hein, qui est donc aussi une fée morganienne, hein, puisque c'est la fée chez qui on va. Cette fois, la Dame du Lac, c'est une adjuvante, c'est-à-dire qu'elle aide Lancelot dans sa quête. C'est aussi une fée par culture, puisqu'elle apprend aussi son art par Merlin, qui est amoureux d'elle. D'ailleurs, elle utilisera ses connaissances pour enfermer Merlin. Sympa. Viviane, c'est vraiment la protectrice de Lancelot. Mais en soi, elle est assez proche de Morgane, hein. Je veux dire, comme Morgane, elle vit loin des hommes, elle est indépendante, et ses pouvoirs sont assez semblables, hein. Faut dire que bon, elle a une même maître. Mais on la voit surtout soigner Lancelot, et éventuellement, elle semble avoir une vision de l'avenir. Alors, ce personnage, à la base, donc, elle enlève Lancelot à sa mère après la mort de son père, ce qui est plutôt pas cool, hein. Pourtant, elle est plutôt bien considérée par rapport à Morgane. Donc comment ça se fait? Déjà, dans l'histoire de base, elle aide Lancelot. Donc, c'est difficile de la considérer comme méchante. Et puis, elle enferme Merlin, fils d'un démon. Mais surtout, il me semble que contrairement à Morgane, qui n'est pas la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un, Viviane, elle a un rôle maternel. Certes, elle est indépendante, mais elle a quand même un rôle valorisé dans la société patriarcale. Et c'est peut-être ça qui la sauve, finalement. Notez qu'il n'y a pas que Morgane, Mélusine et Viviane au Moyen-Âge, hein. Il y a aussi plein de fées, surtout à partir du moment où n'importe quelle femme pouvait devenir fée par l'acquisition de connaissances. De même, dans les romans de chevalerie de la Renaissance, il y en a aussi plein. Et justement, à ces deux figures de la fée au Moyen-Âge, Morgane et Mélusine donc, Alexandre Hornel propose d'en rajouter deux populaires à la Renaissance. C'est Ourgandé, la fée d'Amadis de Gaulle, et Alcine, une fée dans l'Orlando Furioso. Alors si vous avez vu mes précédentes vidéos, hein, ces deux titres doivent forcément vous dire quelque chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, hein, tant qu'on y est. Alors Ourgandé, c'est donc une fée qui vient assister le héros tout au long de l'histoire, hein, notamment grâce à ses prophéties. C'est aussi la protectrice du héros, et même en quelque sorte, presque la marraine du fils d'Amadis, Esplandian. Ainsi, c'est elle qui lui fournit son épée quand il devient chevalier. Donc en ce sens, elle se rapproche plutôt de Viviane, à ceci près que Viviane, en fait, elle n'intervient pas trop dans les récits. Éventuellement, elle envoie des messagères, mais c'est tout. Ourgandé, elle intervient sans problème. Or, on a vu qu'au Moyen-Âge, normalement, on a soit une fée qui vient dans notre monde, type Mélusine, soit une fée chez qui on va, type Morgane. Mais ici, Ourgandé, elle vient de temps en temps, tout en continuant à rester régulièrement dans son île, loin des humains. Donc, elle est ni dans une catégorie, ni dans l'autre. J'aurais envie de dire que c'est une innovation par rapport au Moyen-Âge. Oui, sauf qu'Oberon, le roi des fées, il intervient déjà de la même façon qu'Ourgandé pour aider Lion de Bordeaux à certains moments. Alors Ourgandé, c'est surtout une fée qui a des pouvoirs acquis et qui cherche par la connaissance à acquérir de nouveaux savoirs magiques. Par exemple, dans un épisode, elle réussit à se procurer le livre de magie de Médée. Donc, elle peut invoquer un char tiré par deux dragons. Médée, je l'ai aussi faite comme vidéo, hein, si ça vous intéresse. Alors Ourgandé, elle vieillit pratiquement pas. Elle vit dans une île reculée. Et au niveau de ses pouvoirs, elle connaît des potions, classiques, mais elle a surtout le don de prédire l'avenir. Par ailleurs, elle peut se déplacer facilement, et elle peut invoquer des flammes ou des dragons. Et puis surtout, son principal pouvoir, c'est la métamorphose, sur le modèle de Merlin, qui pouvait aussi le faire. Donc, c'est quand même une fée assez puissante, elle a quand même plus de pouvoir que Morgane, par exemple. Oh, pour ce qui est d'Alcine, c'est assez rapide. En fait, Alcine, elle réussit à capturer Roger, l'un des héros de l'Orlando Furioso. Pour ce faire, Roger, il arrive dans son château, qui est en fait une illusion. Et Alcine se met en mode très belle fille, très belle, extrêmement belle, au point que Roger, il finit par en oublier son amoureuse, Bradamante, et il vit sa vie avec elle. Bon. Jusqu'à ce qu'une autre fée arrive, et là elle réussit à briser l'illusion qu'avait créée Alcine, et là, d'un seul coup, Roger, il voit la vraie apparence d'Alcine, très vieille, très laide, et donc, le charme est rompu, et il réussit à s'enfuir. Alors Alcine, elle fait aussi un peu penser à Morgane, hein, notamment avec son château d'illusion. Mais Morgane, elle est belle et jeune, alors que là, c'est pas le cas. En fait, ce personnage marque vraiment une espèce de transition entre Morgane et la fée Carabosse, dont je parlerai tout à l'heure. Bon, c'est bien beau toutes ces fées, mais il n'y en a aucune qui fait réellement penser à Clochette, c'est-à-dire un être différent des humains dont les pouvoirs magiques existent mais sont assez limités. Le seul point commun qu'on voit avec les fées du Moyen-Âge, c'est qu'elles vivent en règle générale en dehors du monde des hommes. Le pays imaginaire, Neverland, pour Clochette, et des endroits avec des noms différents mais toujours éloignés des hommes. Le Val sans retour, une île, un lac. Pour faire simple, je propose qu'on appelle Faerie le monde, ou le pays magique où habitent les fées. Mais bon, mis à part ça, pas beaucoup de points communs. J'avoue qu'à ce moment de mon enquête, j'étais un peu déçu.
Mais j'ai pas abandonné. Je me suis dit que peut-être qu'en regardant un peu plus tardivement, on pourrait trouver des fées qui font le lien entre les fées du Moyen-Âge et la fée Clochette. C'est-à-dire qu'elles auraient des attributs de la fée du Moyen-Âge, mais aussi des attributs de Clochette. Or justement, il y a un mouvement littéraire de la fin du XVIIe, début du XVIIIe, où la fée y a une place centrale. C'est les contes de fées. Alors le conte de fées. J'ai déjà fait quelques contes de fées sur cette chaîne. Réponse, Blanche-Neige, La Belle et la Bête. Oui, on appelle ça conte de fées, mais il n'y a pas forcément de fées dedans. Il y en a dans La Belle et la Bête, mais dans Réponse ou Blanche-Neige, pas trop. T'as pas fait Cendrillon aussi? Ah si, si, j'ai fait Cendrillon aussi. Cendrillon, il y a une des fées les plus connues, la fameuse marraine la fée. Bon, le problème c'est que, comme j'ai une version vietnamienne, la fée est remplacée par Bouddha. Ça fait plus local, quoi. Donc les contes de fées. Pour ce qui va suivre, j'ai en partie utilisé le blog Hypothèse de Tony Guérat sur les contes de fées. Tony Guérat, qui est un chercheur spécialiste du XVIIe siècle, qui avait sorti son blog au moment où les contes de fées étaient à l'agrégation, en 2022. Par ailleurs, dans ce qui va suivre, j'ai aussi lu pas mal de contes, et donc il y a une partie qui correspond à mes analyses. Donc le conte de fées, ça correspond à un mouvement littéraire assez bref, en fait, qui dure 15-20 ans à l'écrit. En gros, c'est entre 1690 et 1705-1710. Ah oui, on s'en souvient encore maintenant, mais c'était assez bref. Alors, pour les contes de fées, on connaît tous Perrault, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Mademoiselle l'Héritier, le Chevalier de Mailly, la Comtesse de Murat, et surtout Madame d'Aulnoy, qui pour le coup a eu autant de succès que Perrault dans l'histoire littéraire. Ici, je vous propose un peu d'étudier des contes, et puis d'essayer de comprendre c'est quoi la fée dans les contes de fées, et de voir si on est dans la continuité du Moyen-Âge ou au contraire sur de l'innovation. On va prendre un peu de Perrault et Madame d'Aulnoy qui ont été les premiers à publier des contes de fées à peu près concomitamment, mais leur approche est pas du tout la même. Regardez, chez Perrault c'est les contes de ma mère loi ou histoire et contes du temps passé, suivi de moralité. Alors que Madame d'Aulnoy c'est contes nouveaux ou les fées à la mode. Vous voyez la démarche? Perrault en parlant du temps passé et en évoquant une mère loi, il va aller chercher dans la littérature orale, pas que, mais dans la littérature orale, avec donc une approche presque ethnographique. Sa volonté, c'est de montrer que les histoires du peuple, héritées de temps immémoriaux, d'après lui, valent bien la littérature écrite. Madame d'Aulnoy, elle parle de contes nouveaux, de contes à la mode, donc elle a plus la volonté d'inventer des contes pour créer quelque chose de nouveau, qui correspondrait à l'esthétique de la cour. Ce qui n'empêche pas en réalité aussi d'aller chercher de l'inspiration dans la littérature orale, mais aussi dans la littérature écrite, notamment dans les romans de chevalerie. C'est d'ailleurs elle qui invente le terme conte de fées. Cela dit, attention, on prétend que le conte de fées inventé, comme chez Madame d'Aulnoy, est né vers 1690, mais en fait à la base c'était une pratique orale. Je veux dire, il y avait des contes racontés par les gens depuis fort longtemps, ça c'est sûr, mais cette idée de créer des contes pour la cour et les personnes nobles, elle est déjà testée dès 1670. C'est juste qu'à la base, c'était une pratique orale en fait. D'ailleurs, Madame d'Aulnoy, avant d'écrire ses histoires, elle les avait racontées. Parmi les faits qu'on connaît, il est évident que la première qui vient en tête, c'est Marraine la Fée. On connaît tous la marraine qui pourvoit le héros ou l'héroïne d'un don à la naissance. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr dans La Belle au bois dormant. Ah oui, je crois qu'il faut que je fasse un petit point sur La Belle au bois dormant, parce que souvent on connaît son histoire, mais on connaît mal son histoire, parce qu'on connaît l'histoire de Disney, et pas la vraie histoire, enfin pas la vraie histoire, pas vraiment de vraie histoire, mais en tout cas l'histoire qui est présentée par Perrault. Alors, c'est l'histoire d'un roi et une reine qui ont une fille, une petite, tout petit bébé, et qui décident d'appeler les fées pour qu'elles lui donnent des différents dons. Bon, la première lui donne la beauté, la capacité de chanter, etc. Et puis, à un moment donné, après la 6e, ils en avaient invité 7, donc après la 6e, il y a d'un seul coup une méchante fée qui arrive. Et qui est très 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 énervée que elle n'ait pas pu être invitée pour célébrer la naissance du petit bébé. Et donc, elle lance une malédiction, elle dit que, quand elle aura 15 ans, cette petite, elle se piquera sur un fuseau qui permet de filer la laine, et elle en mourra. Ah, alors stupeur, tout le monde est vraiment effrayé par ça, on essaie d'essayer de l'amadouer, mais non, ce sera ça. Heureusement, il y avait la 7e fée qui savait qu'il allait se passer quelque chose, donc elle s'était cachée. Elle arrive, et elle réussit à changer un petit peu le sort, alors elle peut pas l'annuler, mais elle réussit à le changer, et elle dit que, alors voilà, elle se piquera effectivement à 15 ans, mais elle ne mourra pas. Juste, elle sera endormie pendant 100 ans. Du coup, on fait brûler bien sûr tous les fuseaux, etc. pour pas qu'il y en ait dans le château, mais forcément à 15 ans, vous imaginez bien, il y en avait un qui était resté dans le château,
et elle se pique avec, bim, elle s'endort. La 7e fée arrive là-dessus, elle endort aussi tout le monde, mis à part le roi et la reine. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pour qu'au bout de 100 ans, quand la jeune femme se réveille, elle soit pas toute seule. Bon. Alors le temps passe, arrive justement un chevalier, un prince, pas un chevalier, un prince au bout de 100 ans. Il arrive, il voit le château, il rentre dans le château. Alors il n'y a pas de dragon, rien du tout, non, juste il rentre dans le château, c'est tout. Il marche, il rentre dans la chambre de la jeune fille, la Belle au bois dormant, et là, elle se réveille. Non, il l'embrasse pas, non, il l'embrasse pas, non, pas du tout, juste il rentre et elle se réveille. Alors c'est sûr que c'est moins spectaculaire, mais c'est quand même moins creepy. Enfin, je veux dire, le gars qui arrive, qui l'embrasse sans lui demander son avis, bon, c'est quand même un peu, voilà. Donc ils se marient, ils ont une petite fille, une fille qui s'appelle Aurore. Aurore, eh oui, la fille, c'est le nom de la fille. Et c'est pas fini. Parce que figurez-vous qu'un jour, le prince charmant là, enfin qui est devenu roi entre-temps, il est parti à la guerre, et donc elle se retrouve, la Belle au bois dormant, avec sa belle-mère. La belle-mère qui est une ogresse, donc qui veut la manger, ainsi qu'Aurore. Heureusement, ils réussissent à vaincre, enfin elles réussissent à vaincre cette dame qui se fait manger par des bêtes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur les fées? Eh bien, qu'apparemment, déjà elles peuvent être assez susceptibles, puisque la vieille fée non invitée, elle prend quand même assez mal. Faut dire qu'on n'avait plus entendu parler d'elle depuis 50 ans, et donc on pensait qu'elle était morte. Elles peuvent donner des dons aux enfants, la grâce, la beauté, le fait de bien chanter, etc. Mais elles ne peuvent donner qu'un seul pouvoir. Non, parce que quand la mauvaise fée fait son mauvais tour, les autres fées, elles auraient pu faire quelque chose pour l'annuler, ou du moins l'atténuer. Mais apparemment, elles pouvaient pas, leur pouvoir, donc l'air limité à une seule fois. Alors la marraine, on l'avait déjà vu, marraine de la fée, on l'avait déjà vu avec Ourgandé, qui donne l'épée à Esplandian pour le faire chevalier, c'est pas nouveau. On retrouve même ça au Moyen-Âge. Par exemple, Oberon, le roi des fées dans Huon de Bordeaux, comme on le retrouve, lui, il reçoit des dons de 2 fées à la naissance et la malédiction d'une 3e, qui l'a condamné à arrêter sa croissance à 3 ans. De même, Ogier le Danois reçoit lui aussi le don de 3 fées à la naissance. Donc c'est pas une invention de la période. Mais par contre, ça devient beaucoup plus généralisé. On en a partout. Et du coup, on a plein de petites variantes de marraines à chaque fois. Par exemple, ces marraines, certaines n'interviennent pas seulement à la naissance. Par exemple, dans l'Oiseau bleu de Madame d'Aulnoy, la marraine de la méchante Truitonne l'a en partie élevée et l'aide à se débarrasser du roi charmant en le transformant en oiseau bleu. D'ailleurs, la scène est intéressante, parce que cette dernière, en un coup de baguette, bloque complètement les pieds du roi. Mais ensuite, elle veut le forcer à épouser Truitonne, sauf que lui, il refuse de parler. Alors, comme Morgane au Moyen-Âge, la fée, elle peut pas influencer le libre arbitre. Si elle veut y arriver, elle doit utiliser d'autres stratagèmes, comme la torture ou la ruse. Mais ici, rien n'y fait. Même par magie, elle peut pas le rendre amoureux, c'est pas possible. Du coup, elle le transforme en oiseau bleu. Mais c'est quoi sa raison pour pas aimer Truitonne? Déjà, il est amoureux de la belle Florine, la quasi-sœur de Truitonne. Faut dire qu'entre les deux, c'est le jour et la nuit. Florine, elle est belle comme le jour, alors que Truitonne, elle a le physique de son nom. Forcément, vu qu'elle est moche, il veut pas d'elle. Super la mentalité. Attends. Si la fée, elle peut transformer le roi en oiseau, pourquoi est-ce qu'elle rend pas juste Truitonne belle? Très bonne question. En fait, j'ai l'impression que, dans le conte de fées, l'apparence correspond souvent à la beauté de l'âme. Plus un personnage est beau, plus il va être bon. Et inversement, comme si la méchanceté pouvait forger le corps, et que, quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'en défaire. Qui explique que Truitonne reste laide. C'est parce qu'elle a mauvais fond. Et ça, la fée, elle peut rien y faire. Ça, c'est justement plutôt une invention des contes de fées, probablement hérité de la littérature orale. Parce que au Moyen-Âge, une fée, elle peut être mauvaise et belle, comme c'est le cas de Morgane. Mais revenons à Marraine de la fée. Elle peut aussi intervenir au moment opportun. Par exemple, dans Cendrillon, elle intervient au moment où c'est compliqué pour Cendrillon. D'ailleurs, à ce niveau-là, la fée, elle sert pratiquement de Deus ex machina, ou plutôt de Fata ex machina. Parce que Fata, ça veut dire fée, en latin. Et justement, ce rôle de Fata ex machina, on la voit dans d'autres histoires. Par exemple, à la fin, dans Florine, d'Aulnoy, des fées sorties de nulle part sauvent l'héroïne en enlevant les pouvoirs magiques à la reine qui voulait lui faire du mal. À noter que toutes les fées ne sont pas nécessairement des marraines, quand même. Parfois, c'est juste un personnage qui décide d'aider le héros ou l'héroïne, souvent parce qu'il ou elle le mérite. Dans les fées de Perrault, par exemple, la fée, elle aide l'héroïne parce que cette dernière lui a donné de l'eau quand elle avait soif. Du coup, est-ce que la fée est bonne? En règle générale, oui. Mais elle est aussi assez susceptible. C'est ce qui explique que la méchante fée cherche à tuer la Belle au bois dormant. Alors non, elle s'appelle pas Maléficiente dans l'original. Elle a pas de nom. Elle est pas censée s'appeler Carabosse? Ah non. La fée Carabosse, c'est dans La Princesse Printanière, un conte de Madame d'Aulnoy.
Non, parce que déjà qu'on a tendance à effacer les travaux d'Aulnoy au profit de Perrault, on va pas en plus lui enlever ses inventions. Bon, après, la confusion est quand même assez explicable, parce qu'en réalité, Carabosse, elle est aussi très vieille, très laide, bossue, etc. Un petit peu comme, en fait, comme la méchante fée dans La Belle au bois dormant. En fait, l'histoire est très semblable. C'est la reine qui cherche une nourrice pour sa fille. Et donc se présente alors une femme extrêmement laide, bossue, etc., avec les cheveux filasses, tout ça, bref, très laide, très vieille, et elle dit bah écoute, si tu veux, je peux m'occuper de ton enfant. Alors bien sûr la reine elle dit non mais ça va pas, t'es tellement moche. À ce moment-là, la fée qui était la fée Carabosse, elle se planque et elle décide de maudire la fille, en disant que jusqu'à ses 20 ans, elle serait guignonnante. Vous savez pas ce que ça veut dire? Moi non plus. Non, j'ai cherché, ça veut dire en gros malchanceuse. Et effectivement, elle va vivre enfermée, hein, bien sûr, jusqu'à ses 20 ans, mais juste un peu avant 20 ans, elle réussit à s'enfuir avec un jeune homme qui va se retrouver être un parfait connard. Genre, il se retrouve isolé sur une île déserte et tout, machin. Elle est très heureuse et voilà, mais lui, il s'en fout, il l'aime pas. Enfin, c'est pas qu'il l'aime pas, mais juste, lui, il pense surtout à bouffer, il a soif, etc. Et donc, à chaque fois qu'elle lui apporte un peu de nourriture, plutôt que de partager, il prend tout pour lui. Finalement, bon, ça finit par bien se rétablir puisqu'elle finit par avoir 20 ans et par larguer ce mec, mais voilà, ça vous donne à peu près une idée de l'histoire. Vous noterez la laideur du personnage, hein. Alors que normalement les fées sont très belles, ici on est dans une espèce d'Alcine si on veut, hein. Vous savez la fée qui essaie de séduire Roger en se faisant passer pour plus belle qu'elle n'est, sauf qu'Alcine elle cherche à séduire des hommes, alors que Carabosse, bah ça a même pas l'air son délire, hein. D'ailleurs globalement les fées des contes de fées, elles sont pas trop branchées séduction, c'est pas trop leur trip. Il y a quand même la fée dans le nain jaune, qui est laide mais peut changer de forme et être séduisante. Attends, je croyais que les fées elles pouvaient pas rendre beau quelqu'un avec une mauvaise âme. Tout à fait. C'est pour ça que sa transformation est pas totale. Ainsi, ses pieds, bah, ils restent comme des serpents. Ce qui est pas sans rappeler Mélusine, d'ailleurs. Alors, la question que je me suis posée, c'est de savoir si ces fées sont des fées par nature ou par culture. Bah, souvent on n'explique pas vraiment pourquoi la fée est fée, hein. Elle est là, elle vieillit très peu, elle est dotée de pouvoirs, mais rien ne permet de savoir si ce sont des savoirs acquis, comme dans le roman arthurien, ou si au contraire, bah, c'est des gens dotés de magie, intrinsèquement. Cela dit, quand même, quand on regarde Florine, le fait que les fées s'opposent à la reine magicienne, et sont plus puissantes qu'elle, c'est même elle qui lui a octroyé ses pouvoirs, eh bien, bah, ça laisse entendre que c'est pas que du savoir acquis. Mais en soi, à part ça, les fées des contes de fées sont pas si éloignées des fées du Moyen-Âge, hein. C'est juste qu'il semble pas y avoir eu de phénomène de rationalisation, comme on a pu le voir au Moyen-Âge. On n'essaie pas d'expliquer le pouvoir de la fée. Après tout, c'est des contes, on s'en fout que ce soit crédible. Mais il n'y a pas non plus de diabolisation. La plupart des fées sont bonnes, alors elles sont indépendantes, elles sont libres, mais ça pose pas de problème. Déjà parce que la société du XVIIe siècle, c'est pas la société du XVe siècle. Et puis, les contes de fées ici, ils sont beaucoup écrits et lus par des femmes nobles pour la plupart, et assez indépendantes. Donc, elles, la femme indépendante et puissante, bah ça leur plaît. Et elle s'est identifiée peut-être même à ces fées, en réalité. Et chez Aulnoy, bah, on peut ressentir dans ses contes, en fait, la volonté politique de se battre pour la liberté des femmes. Mais du coup, le fait qu'il y ait une irrationalisation ni diabolisation, bah, ça donne l'impression qu'on a un reboot de la fée. On reprend la fée du XIIe siècle et on enlève tout ce qui a été développé sur elle, justement, donc la rationalisation ou la diabolisation. Alors, peut-être que vous avez vu qu'à l'époque, le conte de fées, il s'adresse plutôt aux adultes, hein. Enfin, pas exactement à 100%, hein, parce que beaucoup de contes populaires étaient aussi racontés aux enfants, mais leur version écrite est essentiellement destinée aux adultes. En fait, la première à adapter les contes pour les enfants, bah, c'est Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, celle qui a écrit justement La Belle et la Bête, au milieu du XVIIIe siècle. Donc on est donc 2 générations après la fin de la mode des contes de fées à la cour. C'est d'ailleurs un peu triste qu'on se souvienne de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont uniquement que comme écrivaine de La Belle et la Bête, parce que, bah, en fait, elle a écrit une 50aine d'autres contes, plus plein d'autres écrits, notamment des textes éducatifs. Alors il y a des fées dans ces histoires, elles varient pas beaucoup des fées des prédécesseuses. Par exemple, dans La Belle et la Bête, bah, c'est une méchante fée qui transforme le prince en bête sans que ce dernier ait fait quelque chose de particulier. Et à la fin, c'est une gentille fée qui permet à tout le monde de se retrouver, et qui, accessoirement, transforme en statue les méchantes sœurs de la Belle. Donc, elle sert un peu de Deus ex machina ici. Et encore une fois, on a la démesure dans son comportement. Tu viens de dire que c'était dommage qu'on la connaisse que pour La Belle et la Bête, et qu'est-ce que tu prends comme exemple? Des exemples de La Belle et la Bête. C'est pas très cohérent, ça, garçon. Oui. Mais ça permet d'aller vite dessus. Les gens connaissent.
Et puis d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, donc ça me fait un peu de pub, comme ça, tu vois. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Mais si ça t'intéresse, on a aussi une marraine la fée dans d'autres contes de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, par exemple dans Prince Fatal et le Prince Fortuné. Une fée dote d'un don, le Prince Fatal à sa naissance, il sera super malheureux jusqu'à ses 25 ans. Ah ouais, sympa. Oui, la maman elle est du même avis. Elle demande alors à la fée de faire un truc plus sympa pour le frère jumeau de Fatal. Elle demande à ce qu'il soit doué en tout jusqu'à ses 25 ans. Ah voilà, c'est mieux. Ah oui. Sauf qu'il se retrouve surtout doué en méchanceté. Et puis, à votre avis, qu'est-ce qui se passe au bout de 25 ans? Bah, ça finit pas très bien pour Fortuné et beaucoup mieux pour Fatal. Conclusion, mieux vaut souffrir dans son enfance qu'être gâté. Moi je vous dis, il faut savoir éduquer à la dure. Oui, bon, c'est l'éducation des enfants de bonne famille du milieu du XVIIIe siècle. Et c'est comme ça que la fée, plutôt adulte, entre dans la littérature enfantine. Et déjà qu'on avait beaucoup de marraines la fée avant, mais là, ça devient presque le gros des fées dans la littérature enfantine. Faut dire que la fée, elle a un côté éducatif ici, c'est un peu comme l'alter ego de l'autrice, en réalité. Bon, il y a encore quelques méchantes fées, bien sûr, hein, mais c'est pas le gros des fées. Et des sorcières, il y a des sorcières? Ah non, toujours pas. Pour la sorcière, faut aller voir du côté des frères Grimm, au début du 19e siècle. Oui? Non, attends, là on est sur la fée. On va pas en plus parler de la sorcière. Donc ces fées de contes de fées sont petit à petit rentrées dans la littérature enfantine. Or, il se trouve que Peter Pan, et donc Clochette, fait partie de la littérature enfantine. Je rappelle que c'est un texte qui a été écrit au début du XXe siècle par James Barrie. À la base, c'était d'ailleurs une pièce de théâtre. Alors est-ce que ces fées, justement, des contes de fées, ont quelque chose à voir avec Clochette? Ben, pas vraiment à première vue. On peut éventuellement aller chercher du côté marraine, puisque après tout Clochette s'occupe en partie des enfants perdus, mais c'est un peu trop facile. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose au niveau du caractère de Clochette. Ainsi, Barrie mentionne qu'elles peuvent n'avoir qu'une émotion à la fois, et donc ces émotions sont exacerbées. Et en fait, c'est un peu le même délire avec les fées des contes de fées. Elles agissent selon leur bon vouloir et n'hésitent pas à favoriser ou à punir au-delà du raisonnable. En fait, la fée, elle peut pas être ambiguë. Soit elle aime et elle favorise énormément, soit elle déteste et elle punit. Mais mis ça de côté, le lien entre les marraines, la fée et Clochette est quand même très très faible. Et ça permet toujours pas d'expliquer comment on en arrive à Clochette. J'espérais trouver une réponse dans la littérature française, mais il faut bien le reconnaître, c'était mal parti à la base. En fait, pour comprendre d'où vient le personnage de Clochette, il fallait d'abord que je trouve d'où venaient ces fucking bestioles ailées. Et pour les trouver, il fallait que j'aille voir du côté de la littérature anglaise. On y va ? En Grande-Bretagne, les fées, ça fait partie de ce qu'on appelle le petit peuple. En gros, dans le folklore européen, on a souvent des petits êtres facétieux qui vivent un peu cachés des hommes. C'est par exemple les elfes, enfin je veux dire les elfes du Père Noël, les farfadets, les gnomes, les lutins, etc. Souvent, on les retrouve pas au même endroit, hein. Chaque région a son petit peuple. Enfin non, il y en a pas partout. Mais dans les régions où il y en a, il y a souvent un seul, éventuellement deux petits peuples. Les elfes par exemple, c'est plutôt germanique. Les farfadets, c'est occitan. Et donc en Grande-Bretagne, c'est plutôt ce qu'on appelle les féeries. Les fées quoi. Alors on peut se demander quand sont apparues les premières fées miniatures dans la littérature écrite. Parce qu'au Moyen-Âge, en Grande-Bretagne, la fée de la littérature écrite, c'est la fée des romans de chevalerie. Même si certainement les petites fées existaient déjà dans le folklore à l'époque. Et ici on va voir que petit à petit la fée du Moyen-Âge, elle va disparaître au profit de la fée du folklore. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Alors pour cette partie, j'utilise un livre écrit par Katharina Biggs, intitulé The Fairies in English Tradition and Literature. Alors le bouquin, il est un peu ancien, 1969 je crois, mais c'est une référence. Et il y a certainement plus récent, mais ça va quand même nous donner des bases, quoi. Donc, quand est-ce que les petites fées ont été introduites dans la littérature écrite? Eh bien, sachez que l'un des premiers à introduire des petites fées dans la littérature écrite, c'est Shakespeare, dans Le Songe d'une nuit d'été. C'est marrant parce que c'est la première œuvre de Shakespeare que j'ai vue au théâtre, et c'est aussi l'une de mes préférées, hein, juste après La Tempête. Dans Le Songe d'une nuit d'été, en réalité, on a deux types de fées. Les fées avec des corps normaux, représentés par la reine des fées, Titania, et le roi des fées, Oberon, encore lui, Oberon. Et oui, c'est encore une fois le roi des fées, hein. Et si on se rappelle, donc il a été condamné à rester grand comme un enfant de 3 ans, donc c'est une personne de petite taille. Mais ça dit dans Shakespeare, c'est pas mentionné que c'est une personne de petite taille. Bon alors l'histoire du songe d'une nuit d'été c'est un peu difficile, parce qu'en fait il y a 3 histoires imbriquées, mais pour ce qui est d'Oberon, en fait c'est donc le roi des fées qui se dispute avec Titania, sa femme, la reine des fées. Donc Titania qui du coup à cause de cette dispute, elle peut pas faire ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire
s'occuper en gros de la nature, et donc la nature est toute déréglée. Ça se passe en plus à Athènes au moment du mariage de Thésée, donc bon, rien à voir avec le Moyen-Âge. Oui, alors pourquoi est-ce qu'ils se disputent? Ils se disputent parce que Titania, elle a un page à son service, qui est en fait apparemment un humain, qu'elle a accueilli tout petit, etc. Donc en gros qu'elle a élevé, c'est un peu son fils adoptif. Et Oberon, il voudrait bien l'avoir pour lui, ce page. Sauf que Titania, bien sûr, elle veut pas. Donc Oberon, il décide de faire un petit truc, il décide de donner une potion magique à Titania pour qu'elle tombe amoureuse du premier venu. Et donc, figurez-vous de qui est-ce qu'elle tombe amoureuse? De Nick Bottom, qui est donc un comédien, bon, pourquoi pas, qui à ce moment-là a une tête d'âne. Oui, meilleure histoire. Il y a différentes péripéties, etc. Mais finalement, Oberon, il finit par récupérer le page, et donc il fait de la magie pour pouvoir, pour qu'elle soit plus amoureuse de Nick Bottom, et que Nick Bottom retrouve sa tête d'homme. Voilà, oui, c'est une histoire assez, effectivement, assez étrange. Il y a aussi d'autres histoires d'amour, des gens qui se courent après les uns les autres, et à cause des potions magiques. Il y a machin qui était pas amoureuse, mais qui finit amoureuse d'un autre, et puis il y a l'autre qui était amoureux, mais qui est plus amoureux. Enfin bon, c'est toute une histoire comme ça, bon, c'est assez rigolo. Alors maintenant que vous avez vu le début de la vidéo, j'imagine que 2-3 trucs vous ont rappelé des choses qu'on a vues. Déjà, on a Oberon, hein, qui est ici, et surtout un gars qui se dispute avec sa femme, Titania. Qui elle est associée à une magie de la nature. Elle semble même avoir pour mission de s'occuper de la nature. Je dirais même plus, hein. C'est que comme la scène se passe dans l'Athènes mythologique, Titania, elle a une fonction qu'on attendrait plutôt d'une déesse, en l'occurrence de Déméter. C'est comme si les fées remplaçaient ici les dieux, en fait. Par ailleurs, Titania, elle a un enfant qu'elle a recueilli à la mort de sa mère, ce qui bien évidemment fait penser à Viviane, qui recueille Lancelot à la mort de son père. Et enfin, il y a un élément assez inattendu, puisqu'une grosse partie des intrigues repose sur des potions, qui peuvent rendre Titania les gens amoureux. Ce qu'en règle générale ne peuvent pas faire les fées plus anciennes, hein, comme on l'a déjà vu, ni même d'ailleurs les fées de contes de fées. Donc ça c'est vraiment un truc spécial, bien que quand même les filtres d'amour existaient dans la littérature, hein, comme c'est le cas dans Tristan et Iseult. Et donc, quoi? Bah les petites fées. Ah oui, eh bien, Oberon et Titania sont aussi entourés de plein de petites fées qui les aident. Ces petites fées n'ont pas d'ailes, mais tout de même, on est quand même sur une piste là. Donc ici, avec ces petites fées, Shakespeare a mélangé deux influences, hein, le folklore et la littérature écrite. En associant ça à la mythologie, il fait une espèce de melting pot tout à fait surprenant et quand même bien amusant, car oui, la pièce est une comédie. Alors cette double influence du folklore et de la littérature écrite sur la fée va pas mal fonctionner en Angleterre. Mais la fée, il faut surtout aller la chercher à partir du XVIIIe siècle, dans la poésie. Notez que la poésie anglaise de l'époque, ça a pas grand chose à voir avec la poésie qu'on imagine. La poésie en Angleterre, c'est une poésie narrative, qui donc raconte des histoires. Et sur la fée, un titre assez intéressant, c'est Kensington Garden de Tickell, 1722. On est donc juste après la première période du conte de fées en France. Mais ici, on laisse tomber les grandes fées, et il n'y a que des petites fées. Ah, Kensington Gardens, c'est une super histoire. Alors, c'est l'histoire d'une fée qui kidnappe un enfant qui s'appelle Albion. C'est un des descendants de l'un des ancêtres mythiques de l'Angleterre. Et donc, elle le prend avec lui, et par une magie, elle réussit à le rétrécir. Pas tout à fait complètement comme une fée, mais à une hauteur de fée, donc il fait à peu près cette taille-là. Il grandit, il est très fort, il est très brillant, etc. Et il tombe sur la fille d'Oberon. Oui, on retrouve encore Oberon. La fille d'Oberon, qui s'appelle Kina. C'est l'amour fou entre les deux, ils sont super contents, sauf qu'Oberon, il voit ça, il est pas très très content, lui. Il veut pas de ça. Il veut pas de cette histoire d'amour. Donc, il décide d'envoyer des chevaliers fées. Oui, voilà, des chevaliers fées, pour attaquer Albion. Alors Albion, il se défend super bien, il se bat super bien. Sauf que, quand il coupe une fée, cette fée se reconstitue. En fait, les fées sont immortelles. Et Albion, lui, il n'est pas immortel. Et donc, il finit par être tué, Albion. Et Kina, qui est très très malheureuse, elle fait une magie et elle le transforme en perce-neige, donc une fleur blanche. Sauf que ça s'arrête pas là, parce que Neptune est l'ancêtre d'Albion. Et Neptune, il voit que son descendant est mort, et donc du coup, il se met extrêmement en colère, et par magie, avec ses pouvoirs, il détruit complètement le royaume des fées, et donc le monde des fées, comme ça, disparaît. Même si les fées sont immortelles, donc Oberon est encore vivant. Mais, voilà. Sympa comme histoire, non? Alors ici, Oberon, qu'on a encore retrouvé, il est très proche de l'Oberon de Huon de Bordeaux, hein. Déjà, il est petit, c'est le roi des fées, et il a à sa disposition des chevaliers fées. Ce qui était aussi le cas dans Huon de Bordeaux. Sauf que dans Huon de Bordeaux, les chevaliers, ils ont taille humaine. Mais à part ça, globalement, on a à peu près le même. Donc on voit clairement ici, comme chez Shakespeare, l'héritage d'un récit de littérature écrite. Mais en même temps, la représentation des fées semble provenir du folklore anglais. Et le truc le plus saillant, c'est la taille des fées, qui est même mesurée dans le poème. Par exemple, il dit qu'Albion fait 1 pied de haut, et il est 2 pouces supérieur aux autres fées. Voilà. Quant à Oberon, il fait une demi-aune. Quoi?
Faut que je convertisse, c'est ça? Ah, bon alors c'est parti. Un pied ça fait à peu près 30 cm, donc Albion fait 30 cm. Les fées font 2 pouces de moins, sachant qu'un pouce c'est égal à 6 cm, donc elles font 18 cm. Après mon calcul est pas certain, hein, parce que d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre, un pied, un pouce, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça donne quand même une idée. Quant à Oberon, alors sachant qu'une aune, bon ça dépend des pays, en Angleterre une aune ça fait à peu près 1m10, 1m20. Donc une demi-aune ça doit faire la moitié, donc 60 cm. Alors pourquoi il est plus grand? Vous vous rappelez, sa croissance s'est arrêtée à 3 ans. Or si on regarde la courbe de croissance d'un enfant de 3 ans, il est censé faire autour de 95 cm. Ouais, bon alors déjà il devait pas être grand à la base, mais pour une fée c'est pas mal. Bon, sachant que dans Lion de Bordeaux, il s'est mentionné qu'il fait 3 pieds, hein, donc 90 cm. Par ailleurs, on a le classique de l'humain enlevé à la naissance, hein, classique. Oui, je dis 2 fois classique, un problème. Plus le fait que les fées vivent dans des milieux naturels, il semble qu'elles se manifestent la nuit. Alors ça peut surprendre, hein, on n'a pas encore vu ça, mais je vous rappelle que la trame dans le songe d'une nuit d'été, ça se passe pendant une nuit d'été, donc rien de nouveau, hein. Puis le côté naturel, on l'a pas trop vu, mais la Dame du Lac, elle vit dans le lac. Mais ici, on commence à avoir des fées assez proches de Clochette, somme toute. Après tout, elle aussi, elle contribue, avec Peter Pan, à enlever des enfants. Et quand est-ce qu'elle le fait? La nuit, pour les amener dans un endroit, certes pas naturel, mais néanmoins magique. De même, comme pour Clochette, les pouvoirs des fées sont assez limités ici. Je veux dire, par rapport à Neptune, elles ne sont rien. Donc on est bon? Non. Quoi, non? Tes fées, là, la moitié c'est des hommes. Ouais. Certes. En plus, elles sont immortelles. Et oui, et c'est pas le cas de Clochette. Ah non, non. Parce qu'à la fin du livre de Peter Pan et Wendy, quand Peter il revient voir Wendy 2 ans après, elle lui demande mais elle est où Clochette? Et il lui dit qui ça? Clochette, la fée. Oh, j'en sais rien, elle a dû cesser d'exister. Tu sais, il y en a tellement et elles vivent si peu de temps que je les oublie, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu un sale type quand même, Peter Pan. Oui, en même temps, il a aussi oublié Feu, le capitaine Crochet. Bon, ok, il manque ça, c'est vrai. Mais... Attends, encore un truc. Tes fées, là, dans ton poème, elles ont des ailes? Non. Bon, je crois qu'on n'a pas fini avec cette enquête. Bon, ok, d'où est-ce qu'elles viennent, ces ailes? Pour vous parler des ailes, il faut que je vous parle des sylphes. Alors, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, ce sont des êtres magiques utilisés en alchimie. Apparemment, c'est des êtres élémentaires de vent, c'est-à-dire qu'ils sont associés au vent. Parce qu'on les invoque souvent et qu'elles viennent pas. Du coup, elles mettent des vents. Non. Ça fait partie des êtres magiques évoqués par Paralcès, un alchimiste du XVIe siècle. Paralcès, alors c'est un immense intellectuel, hein. Bon, ses idées de base alchimiques sont un peu pourries, hein, mais dans ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit, il est parfois tombé juste, hein. Et dans ses idées, il y a des êtres élémentaires cachés. Et parmi ces êtres, il y a les sylphes et leurs femmes, les sylphides. Bon, les sylphes, chez Paralcès, sont plus grands que les humains, donc a priori, rien à voir. Le seul truc, c'est que comme c'est des êtres aériens, bon, ils volent pas. Non, en fait, ils sont comme nous. Nous aussi, on est des êtres aériens, apparemment, donc rien à voir. Sauf que ces sylphides vont être utilisés dans un poème anglais très célèbre, le Rapt de la boucle, d'Alexander Pope. Et dedans, les sylphes sont clairement des petits êtres ailés, masculins ou féminins, qui sont en l'occurrence au service de Belinda, l'héroïne. Et comme le poème est une parodie d'épopée grecque, ici les sylphes remplacent en réalité les dieux. Alors comment on est passé de sylphes grands et forts aux sylphes ailés, j'en sais rien. La sylphe a eu un immense succès, notamment dans la littérature française, mais j'ai trouvé nulle part de trucs sur leur taille supposément plus petite. J'en viens donc à supposer que Pope aurait mélangé la petite fée du folklore anglais et la sylphe de l'alchimie, être aérien, pour en faire un être nouveau, avec des ailes, pour rappeler le côté aérien. Bon, c'est une supposition, hein. Ça se trouve, c'est même pas Pope qui a fait ça. Ça, c'est peut-être fait avant dans la littérature orale. Mais ce qui est certain, c'est que Pope va populariser les êtres ailés petits. Alors lui, il a choisi le terme sylphe. Mais on va plutôt lui préférer le terme de fairy pour parler de ces petits êtres ailés. Et l'un des premiers à mélanger les deux tout en gardant le nom de fairies, c'est William Blake, à la fin du XVIIIe siècle. Alors c'est un drôle de zigoto le gars, hein. Déjà dès son plus jeune âge, il a ce qu'il appelle des visions, comme si Dieu lui parlait. Du coup, il s'est un peu pris pour un prophète. Et il a pas mal écrit de poèmes sur les fées aussi. Il faut dire que lui, il les voyait les fées. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais des fées, il y a des gens qui y croient et ça va forcément influencer la littérature. Pour lui, les fées sont des êtres élémentaires, donc on voit le lien avec la sylphe, et elles ont des ailes de papillon. D'ailleurs, pour lui, les fées sont des êtres exclusivement féminins. Il parle souvent d'attraper ces fées pour les mettre dans des cages. Attraper des filles pour les mettre dans des cages. Voilà. Je crois que j'ai pas besoin de trop insister sur ce fantasme masculin. Par ailleurs, les fées, comme les sylphes, d'ailleurs, elles sont pas immortelles. Là, je pense qu'on a trouvé la clochette, là, c'est bon, hein. Un être féminin, mortel, petit, avec des ailes. C'est bon. Ouais, c'est pas mal. Quoi? Il manque un truc, c'est ça?
Je veux dire, maintenant que t'en es là, il y a quand même un truc sur les fées dans Peter Pan. Tu peux me rappeler comment est-ce qu'elles sont créées? Quand un bébé rit pour la première fois, non? C'est pas ça? Ça vient pas de James Barry, ça? Non. En fait, je sais pas d'où ça vient, mais il y a des raisons de penser que ça vient du folklore, effectivement. Faudrait peut-être en parler, alors. Ok, allez, rapidement sur le folklore. À partir de la fin du XVIIIe siècle, et ce, jusque vers la fin du XIXe, on commence à s'intéresser pas mal au folklore, aux cultures locales. Et ce folklore qui va être collecté va aussi influencer la littérature écrite. Tiens, Walter Scott, lui-même, il s'est beaucoup intéressé au folklore, notamment dans tout ce qui concerne les Borders Ballads. C'était des histoires qui étaient collectées à la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, où donc on trouve des fées. Et vraiment, les fées vont devenir presque un symbole grand-breton, du folklore grand-breton. On va même avoir chez les Anglais une mode de la petite fée, ailée à la fin du XIXe siècle. Elles vont être beaucoup représentées en peinture, notamment. Pour illustrer cette mode du folklore, j'ai choisi ici de vous parler de William Allingham, un écrivain irlandais. Oui, j'ai encore rien fait d'irlandais dans cette vidéo, c'eût été dommage. En fait, dans un poème célèbre, il parle des fées, des petits êtres magiques qui se nourrissent de crêpes d'écume de rivière et qui peuvent être parfois un peu dangereux, puisque dans l'histoire, ils kidnappent une jeune fille et la libèrent quelques jours plus tard, sauf que quelques jours à Féerie, c'est plusieurs années dans notre monde. Donc tout le monde est mort et la fille finit par se suicider. Voilà. Alors, sur le temps qui passe pas pareil à Féerie, c'est déjà le cas au Moyen-Âge, j'en ai pas parlé. Les fées qui enlèvent un enfant, bon, c'est aussi classique, mais ce qui est intéressant ici, c'est que les fées sont quand même dangereuses. Pas par méchanceté, mais juste par naïveté. Vous voyez, on n'est plus du tout du côté de Marraine la Fée, là. Notez qu'on retrouve ça chez Clochette, qui est assez ambiguë dans Peter Pan, parce que elle est un peu jalouse de Wendy et cherche à se débarrasser d'elle. Faut dire que, d'après Barry, mais vraisemblablement déjà dans le folklore, elles ne peuvent avoir qu'une seule émotion à la fois. Donc, c'est tout ou rien. Bon, ça y est, je crois qu'on a réussi à faire à peu près l'histoire littéraire de Clochette. On voit d'où elle vient. Alors, elle a clairement perdu beaucoup de pouvoir par rapport aux premières fées. Parce que finalement, qu'est-ce qu'elle peut faire, Clochette? Elle peut fabriquer de la poussière d'étoiles qui permet aux enfants de s'envoler. D'ailleurs, à la base, elle le faisait pas. Ça a été rajouté plus tard. Je veux dire, n'importe quelle fée qu'on a vue semble plus puissante que Clochette. On est quand même très loin de la fée de base, rusée, intelligente, puissante. C'est presque plus un sidekick. Donc la fée de base, celle qu'on a étudiée en longueur, là, elle aurait complètement disparu dans Peter Pan. Du coup, t'as pas trouvé ce que tu cherchais. Ouais. C'est vrai qu'il y a aucun lien entre Marraine la Fée et Clochette, quand on fait du Moyen-Âge. Attends, mais si l'héritier des fées du Moyen-Âge dans Peter Pan, c'est Peter Pan? Quoi? Prenons cette histoire d'enfants enlevés, classique chez les fées. Il y en a dans Peter Pan des enfants enlevés, c'est les enfants perdus. Bon, eux, on sait pas très bien comment ils arrivent à Neverland. Ni même c'est grâce à qui. Mais quelque part, Wendy et ses frères sont aussi un peu enlevés. Sauf que c'est pas Clochette qui les enlève, ces enfants, comme on pourrait s'y attendre. Mais c'est surtout Peter Pan. Notez d'ailleurs que quand les enfants perdus grandissent, Peter Pan il s'en débarrasse. Alors c'est pas clair s'il les tue ou s'il les exile, mais bon, on voit bien que c'est lui le chef, quoi. Mais cela nous apprend surtout qu'à Neverland, les enfants ils grandissent aussi. De même, les fées meurent, Crochet vieillit. En fait, il y a que Peter qui reste au même âge et qui vieillit pas. Qui bien sûr rappelle les fées au Moyen-Âge et à la Renaissance, qui elles aussi peuvent vivre très longtemps et ne vieillissent pas. Bon, d'ailleurs dans les contes de fées aussi elles vieillissent pas. D'ailleurs, cette idée du personnage magique qui a arrêté de grandir, ça vous rappelle rien? Moi ça m'évoque quand même Oberon, qui a arrêté de grandir à 3 ans. Bon, d'accord, Peter Pan est un peu plus vieux que ça, mais ça reste un enfant, qui a tout au plus l'âge de Wendy, donc 10-12 ans grand max. Probablement d'ailleurs un peu moins, parce que il est quand même mentionné qu'il a encore ses dents de lait. Bon, cela dit, il agit pas vraiment comme un enfant de 6 ans non plus. Tiens, par exemple, Peter, il aime bien essayer de séduire les filles. Donc il y a ce côté séduction, qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler Morgane. D'ailleurs, Morgane, je l'évoque pas pour rien, parce que ce qui me paraît le plus étrange, c'est que Neverland semble arrêter de fonctionner normalement quand Peter s'en va. Alors c'est pas très clair dans le livre, c'est mentionné que quand Peter arrive à Neverland, le pays se réveille, sort de sa léthargie, parce que Peter n'aime pas la léthargie. En fait, c'est un peu comme si c'était lui qui contrôlait ce monde. Un peu comme Morgane et le Val sans retour, en fait. D'ailleurs, vous savez où est-ce qu'il a appris à voler? À Kensington Gardens. Vous vous rappelez le poème là, avec Albion? Donc en fait, il y a bien une fée littéraire dans Peter Pan, mais c'est pas forcément Clochette, c'est plus Peter. Et en fait, on se retrouve un peu comme chez Shakespeare, avec le roi et la reine, des fées qui ont une taille humaine, donc ici c'est Peter, et les petites fées qui sont à son service, donc Clochette. Mais ce faisant, comme c'est Peter qui prend le gros des attributs des fées, ça explique qu'à Clochette, il reste plus grand chose finalement. La seule chose qu'on retient d'elle, c'est que c'est elle qui permet de faire le voyage vers Neverland. Et cette idée de fée comme guide vers le monde magique, c'est justement ce que va retenir Disney, en faisant de Clochette un peu la mascotte officieuse de Disney. Et c'est normal, parce que Disney, ce qu'il essaie de faire, justement, c'est de créer un monde magique, un peu comme une espèce de Neverland.
Et qui est-ce qu'ils ont choisi pour nous faire passer dans son monde, dans le monde de Disney? Bah c'est Clochette. Cela dit, il n'y a pas que Disney qui utilise les fées comme conductrice d'un monde à l'autre, hein. On la voit aussi dans Zelda Ocarina of Time. Vous avez vu comment j'arrive à retomber sur mes pattes? Et oui, parce que dedans, le héros, pour pouvoir quitter le monde où il a grandi, il a besoin d'une fée, qui sera son assistant. Sauf que ce qui est marrant ici, c'est que Link, en fait, il grandit à Faerie. Et la fée lui permet de quitter Faerie pour aller dans le grand monde. Donc cet effet inversé, finalement, est assez drôle quand on connaît cette histoire. Et voilà, je crois que ma quête est finie. Oh, bien sûr, je suis loin d'avoir tout dit, hein, mais je pense que maintenant on a réussi quand même à trouver une vision globale de ce qu'est la fée littéraire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire un truc un peu ambitieux, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Très rapidement quand même, on va peut-être résumer simplement. Hein. Donc au Moyen-Âge, on a surtout deux types de fées, la fée mélusienne, qui donc est une fée qui vient dans notre monde, et qui est souvent une fée par nature, et la fée morganienne, qui est une fée chez qui on va, qui nous attire chez elle, et qui, elle, est plutôt une fée par culture, donc elle a acquis son pouvoir de fée. Ces fées-là, on va encore les voir dans les contes de fées, plus tard, donc au XVIIe siècle, avec notamment la figure de Marraine Nafé, très importante, qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup plus peut-être que Morgane avait pu avoir de pouvoir. Les fées, elles ont beaucoup de pouvoir. Parmi ces fées, il y a aussi Carabosse, qui est la méchante fée, qui est moche, qui est laide, etc., mais qui a aussi beaucoup de pouvoir. Alors ce qui s'est passé sur la fée du Moyen-Âge, c'est qu'il y a eu un phénomène de rationalisation, donc la fée est devenue de plus en plus fée parce que juste parce qu'elle a acquis un savoir qui lui donne le pouvoir de fée, et aussi diabolisée, c'est-à-dire que la fée est moins bien vue quand même au fur et à mesure que le Moyen-Âge avance. Alors que dans la période du conte de fées, au contraire, la fée est valorisée, elle est bien vue, donc il n'y a pas cette diabolisation, il n'y a pas cette rationalisation non plus. Ça, c'est ce qui s'est passé en France. Mais en Angleterre, il y a eu certes la fée du Moyen-Âge, mais en Angleterre, on a eu une pression du folklore, et dans le folklore anglais, la fée, c'est un petit être. Pas ailé, mais c'est un petit être. Et donc, on va avoir une influence de la littérature écrite, avec des grandes fées, notamment Oberon, et la littérature, la littérature orale, le folklore, qui va donc avoir une plus petite fée qui vont... Donc les deux vont cohabiter pendant un temps, et puis petit à petit, cette petite fée, elle va prendre la place de la grande fée, et il va plus y avoir que cette petite fée qui va acquérir des ailes en passant, parce qu'on va les associer aux sylphes, qui sont les êtres aériens à qui on a donné des ailes. Alors pas à la base, mais petit à petit. Et donc Clochette, en fait, elle est héritière de ces fées du folklore, mais on a quand même Peter Pan qui lui semble être plus héritier des fées du Moyen-Âge. En réalité, et éventuellement des fées des contes de fées. Donc c'est quand même assez rigolo, voilà, d'en arriver là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des likes. Quoi d'autre encore? Abonnez-vous. Bah oui, abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Plus on est fou, plus on rit. J'espère qu'on va réussir à atteindre les 5000 abonnés avec cette vidéo. Hein. Ah oui, juste en parlant de fées. Si vous allez à Geek Fairies, allez-y. Allez-y. Il y a de fortes chances que vous m'y croisiez. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao!